Bon, bien écoutez, merci à tous d'être là cet après-midi pour cette table ronde consacrée au carbone forestier. Donc on va bien sûr commencer par un tour de table et puis ensuite je reprendrai la parole pour une petite introduction et puis j'essaierai d'animer le mieux possible donc, cette table ronde d'une petite heure. Voilà. Donc je laisse la parole à ma voisine de gauche. Bonjour à tous, Hortense Viard, donc je suis chargée de projet carbone pour Francilva, la fédération des forestiers privés. Je passe la parole à Marine Dieudonné. Bonjour à tous, Marine Dieudonné, et je suis nouvellement sylvicultrice dans l'Indre. Et j'ai rencontré Hortense et Francilva dans le cadre du label bas carbone, car j'ai reboisé une douzaine d'hectares de terres agricoles. Je travaille à l'Office national des forêts. Je coordonne les projets carbone sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Bonjour à tout le monde, donc Michel Moulin, directeur technique de CFBL. J'ai l'honneur d'être avec vous à côté de Stéphane pour représenter la coopération forestière. Donc la coopération forestière, c'est un organisme de gestion qui représente les producteurs forestiers, qui aujourd'hui rassemble plus de 120 000 propriétaires forestiers et plus de 2 millions d'hectares de forêts gérées. Et j'ai en charge plus particulièrement au sein de CFBL la gestion forestière, l'augmentation de la gestion forestière et parmi cette dernière, donc la problématique du label bas carbone. Oui, bonjour, Stéphane Viéban, donc je suis directeur général d'Alliance Forêt Bois, donc coopérative forestière. On intervient dans tout l'ouest de la France. Et donc effectivement, pour parler du sujet que Roland va nous introduire, c'est spécialiste du reboisement, puisqu'on a nos pépinières, et on reboise plus de 20 000 hectares par an. Voilà. Merci à tous. Donc Roland Delary, je ne me suis pas présenté. Donc je suis le directeur du Centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine. Et je dirige également un service d'utilité carbone pour l'ensemble de nos CRPF français. Voilà, je vous propose vraiment en 5-6 minutes de vous resituer le sujet de la compensation carbone. Bon, vous le savez, chacun d'entre nous, bon an, mal an, nous émettons 5 tonnes de CO2 parmi tous les gaz à effet de serre que nous émettons. Et bien donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment nous pourrions, nous les forestiers, privés, publics, toute la forêt française, capter ce carbone, mais le conserver aussi comme dans cette table là, qui va durer des siècles. Et puis cette table, elle n'est pas en plastique, donc nous avons substitué un matériau très énergivore par du bois. Donc c'est tout cela que nous allons voir. Vous voyez, les trois S de la séquestration, dans les végétaux et dans le sol aussi, le stockage dans les produits bois, et puis donc la substitution de matériaux énergivores par du bois. La compensation carbone donc en forêt, elle peut s'établir pour les entreprises par de la compensation obligatoire. Il y a environ 1500 entreprises qui sont concernées. Nous, le sujet qui va nous intéresser, c'est la compensation volontaire, c'est-à-dire des entreprises qui vont venir nous voir pour nous dire, eh bien voilà, dans le cadre de notre bilan carbone, nous souhaiterions nous intéresser à la forêt pour savoir si nous pouvons donc agir et agir indirectement, parce que c'est ça quand même le but, sur les effets du changement climatique. Donc chaque entreprise est tenue de faire un bilan carbone, mais elle l'arrête à la mesure de ses émissions, à la réduction de ses émissions en interne, mais souvent ne va pas jusqu'à la compensation de cette partie finalement irréductible de ses émissions, parce que, comme je le disais en introduction, tous, entreprises ou même individus, nous émettons, bon an, mal an, voilà, en ce moment même, beaucoup de carbone. Et donc, le sujet qui nous intéresse, c'est d'essayer de travailler cette partie de séquestration, donc non réduite par l'entreprise. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs méthodes. Alors ça, c'était le côté entreprise. Du côté forêt, bien sûr, cela va consister à chercher des méthodes qui, au lieu de séquestrer peu de carbone dans le temps, vont en séquestrer moins. Donc on va avoir un différentiel. C'est ce que l'on va appeler l'additionnalité. On a un scénario de référence sans introduction de nouvelles pratiques qui suit la tendance. Et on a un scénario de projet dont on va parler avec des nouvelles pratiques que l'on va détailler, qui nous permettront donc de réduire les émissions. Cette notion de compensation carbone, il faut bien la voir selon plusieurs critères indispensables. Tout d'abord, c'est l'additionnalité. Aujourd'hui, dans le cadre du label bas carbone délivré par le ministère de la Transition écologique, nous ne pouvons travailler que sur des projets qui démontrent de l'additionnalité. C'est-à-dire que nous intervenons
sur des propriétés où rien ne se ferait si nous n'avions pas ce déclencheur qui est le label bas carbone. Voilà. Alors après, on peut en discuter. Peut-être qu'autour de la table, on va discuter de cette notion d'additionnalité, mais aujourd'hui, c'est le cas. Deuxièmement, il faut bien sûr suivre dans le temps ces émissions, les faire vérifier par un tiers. Il y aura des notions d'audit, en avoir donc une traçabilité écrite de tout ce que l'on fait, et puis travailler sur ce que l'on appelle la permanence des réductions, qui peut donc faire en sorte que si l'on a un doute sur la pérennité d'un boisement, par exemple, parce qu'on se dit non, mais c'est trop près d'un centre urbain, il va y avoir un incendie, ou bien il y a un risque de tempête, etc. S'il y a un risque de non-permanence, eh bien, il y aura des rabais peut-être à effectuer sur cette compensation carbone. Et puis projet aussi extrêmement important associé à cette compensation carbone, c'est celle de tous les co-bénéfices que l'on va pouvoir générer autour de ces sujets, co-bénéfices en matière de biodiversité, en matière de protection des sols, de protection de l'eau, voire co-bénéfices aussi sociétaux. 3 méthodes aujourd'hui en forêt existent, 3 méthodes. Voilà. Le boisement de terres agricoles en friche, qui n'ont pas été en forêt en tout cas depuis 10 ans, la reconstitution de peuplements dégradés par une tempête, par un incendie, par une attaque sanitaire, et enfin la conversion de taillis en futaie. Donc vous voyez ces taillis, par exemple, je vais prendre un exemple concret, taillis de châtaignier, vous avez plusieurs brins sur une même souche, eh bien on va essayer de faire en sorte que petit à petit, par balivage, par sélection, on ait une futaie sur souche. Voilà. Donc la dynamique de développement des projets, vous voyez, elle est extrêmement importante depuis donc 2019 ici sur la courbe mai 2019. Il y a une progression très importante. Énormément d'acteurs donc se mettent sur la compensation. Nous en avons autour de la table et ça va être vraiment le sujet de toute notre discussion. Donc le label bas carbone, en résumé, c'est un label de projet. Voilà, et ça c'est très important. Ce n'est pas un label entreprise, c'est un label de projet, qui labellise donc des réductions d'émissions par rapport à un scénario de référence. C'est un outil qui peut permettre donc de parler de compensation volontaire, je vous l'ai dit en introduction, et c'est une contribution aux objectifs climatiques de réduction des effets du changement climatique. Voilà. Ce n'est pas un label produit, ce n'est pas un label entreprise, comme vous le voyez sur cette diapositive. Et dernière diapositive, la notion de label bas carbone n'est pas du mécénat. Le mécénat permettrait une défiscalisation de l'investissement, mais le mécénat n'impliquerait pas de réduction d'émissions pour le financeur. Il ne pourrait pas communiquer sur le fait qu'il a essayé de réduire ses émissions par la compensation carbone. C'est donc un outil de communication. Tandis que le label, qui n'est pas défiscalisé au jour d'aujourd'hui, est une réduction d'émissions pour le financeur, est inscrite sur un registre national et enfin est un référentiel reconnu donc, par l'État et les parties prenantes. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'était important que vous ayez en introduction ces différentes notions avant que l'on rentre dans le débat. Et j'ai envie de commencer finalement cette discussion sur tour de table en donnant tout de suite la parole aux propriétaires. Voilà, à Madame Dieudonné, parce que voilà, aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui finalement vous a incité à rentrer dans cette dynamique de compensation carbone pour une entreprise? Vous allez nous expliquer un petit peu votre cas. Je suis partie d'une feuille blanche. Moi, j'ai hérité de terres agricoles de mon père. Le fermier, l'agriculteur de voisins n'étaient pas intéressés pour les reprendre. Et pour moi, c'était immédiat en disant il faut continuer. Il faut continuer le travail qu'avait fait mon père de planter. Et tout de suite, je me suis dit, on va reboiser. On va boiser. Il faut mettre des arbres. Les arbres, ça permet de... C'est multiforme. Ça permet de participer à la lutte contre le changement climatique. La transmission, c'est quelque chose qui reste. Puis moi, ça permettait de poursuivre le projet familial. Maintenant, une personne seule pour boiser 14 hectares, financièrement, c'est un très gros projet. Du coup, c'était vraiment l'aspect financier qui m'a fait rentrer d'abord dans les différentes formes de subventions. Et après l'aspect financier, j'ai découvert, parce que je n'avais pas envie uniquement de dire « Ok, je laisse ensuite le projet à d'autres personnes ». J'avais envie de comprendre, de rentrer dedans, de mettre une équipe autour de ce projet. Hortense en a fait partie intégrante et très moteur. Et autour de ce projet, le label bas carbone était vraiment le point central, mais il y avait tous les intervenants de la filière, à part la production, mais du début, il y avait le pépiniériste, il y avait le gestionnaire financier, le forestier,
le CRPF. Et là, je tiens vraiment à rendre hommage à Bruno Jacquet, qui était extraordinaire, très pédagogue, et qui m'a aidé à porter ce projet en sélectionnant les essences, en étant là quand je ne savais pas, parce que je n'étais pas sylviculteur il y a 2 ans. Du coup, c'était vraiment par ce biais-là que j'ai connu le label Bas Carbone. Et concrètement, vous savez par exemple combien de tonnes de carbone à l'hectare, finalement, ce projet va vous permettre de compenser? Alors, à l'hectare, non. Mais sur l'ensemble, oui, 3142, non, 110 tonnes de carbone pour les 12 hectares. Voilà, donc un cas concret, vous voyez, 3000 tonnes de carbone qui vont être compensées donc, sur les 30 ans à venir grâce à cette exploitation finalement, hein, cette gestion. Vous aurez un audit bien sûr dans 5 ans, ou enfin si c'était cette année, vous aurez un audit pour vérifier qu'il y a bien la bonne trace, la bonne permanence hein, de cette compensation. Alors donc vous l'avez dit, donc il y a beaucoup d'intervenants qui doivent vraiment venir chez vous pour donc vous aider, vous accompagner, mais surtout aussi pour faire ces travaux. Et moi je me tourne donc vers la coopération qui est vraiment un des acteurs majeurs de cette action carbone aujourd'hui. Donc Stéphane, comment peut-on intervenir comme ça chez un propriétaire? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques à la compensation carbone? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est demandé? Est-ce que peut-être aussi, j'en profite pour étaler mes questions, le plan de relance ne vient pas peut-être aussi un peu en compétition avec ce carbone? Alors peut-être répondre d'abord à la deuxième. Non, le label Bas Carbone finance des projets qui ne sont pas financés par le plan de relance. Donc ça, c'est vraiment une très grande complémentarité. Et donc c'est ce qui nous a permis... nous, on a déposé plus de 500 dossiers sur le plan de relance. Alors que ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire par exemple boiser des terres agricoles en friche, c'est ne pas financé par le plan de relance. Donc là, ça a été totalement complémentaire. Donc ça, c'est par rapport à ces... je pourrais dire, entre guillemets, ces compétitions de financement qui, en fait, ne le sont pas. À nous, à chaque fois, quand on a un projet avec un propriétaire, de bien l'orienter vers le bon financement. Parce qu'il y a des financements à 40%, 60%, 80%. Donc, dans l'intérêt du propriétaire, il faut choisir le bon financement. Donc, et puis, le plus simple aussi, hein, parce que c'est pas... Et puis aussi, ce qui paye dans la durée, c'est-à-dire, planter, c'est bien, mais il faut aussi entretenir. Donc si vous avez des financements que sur la plantation, mais pas sur les entretiens, mais finalement, vous n'avez répondu qu'à une partie du projet financier du propriétaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'a dit madame, effectivement, on a souvent des propriétaires qui peuvent être compétents ou qui deviennent récemment propriétaires comme vous. Et donc, comment on fait? Donc nous, l'intérêt de la coopération, c'est qu'on va accompagner le propriétaire non seulement pour monter le dossier, mais également sur tout le projet technique. Et en particulier, quelque chose qui est extrêmement important, c'est ce que moi j'appelle l'ingénierie de contractuel. C'est-à-dire qu'entre l'entreprise qui va financer, qui peuvent être des grosses entreprises comme des petites, et puis le propriétaire, nous, ce qu'on dit au niveau de la coopération, c'est que c'est vis-à-vis d'un financeur important, lui, il va demander, admettons, il a besoin de compenser 20 000 tonnes. Finalement, nous, on va agréger un certain nombre de 5, 10, 20, 30 projets, de 5, de 10 hectares, de 12, de 10, de 12, et donc qui va permettre de répondre à la demande de l'industriel. Et ça, dans le cadre d'un ingénierie contractuelle hyper importante, parce que le financeur qui va financer la propriété, il veut absolument, le reboisement, il veut que dans 5 ans, vous soyez, quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait un incendie, que les plants crèvent, etc. Donc nous, on apporte cette garantie de succès à 5 ans. Et on accompagne le propriétaire, on ne le laisse pas seul au financeur. Parce que demain, si le financeur vient chercher Madame Dubois, on va l'appeler, ou monsieur je ne sais pas comment, donc comment ça se passe? Donc on a mis en place des contrats entre le financeur, la coopérative et la coopérative avec ses producteurs, qui permet justement de gérer ces relations pendant les 5 ans qui viennent. Et en plus, ce qu'on apprend, hein, puisqu'on a signé des contrats importants, c'est que le financeur, non seulement il a une obligation à 5 ans de résultat, mais ça l'intéresse de savoir ce que ça va devenir dans 30 ans. Donc on a signé des contrats, nous aussi, qui nous permet, avec les financeurs, de dire, écoutez, tous les ans, on va faire une photo du peuplement et sur l'ensemble de vos projets. Donc cette continuité de gestion, avec des fois des difficultés avec les propriétaires, des changements de génération, des intérêts, etc., il faut aussi qu'on l'amène. Et ça, on l'a fait, c'est je dirais, la grande différence aussi par rapport à notre structure, c'est de pouvoir gérer à la fois les 5 premières années qui sont fondamentales,
Parce que quand un financeur, si le financeur ne retrouve pas, si à la fin des 5 ans il n'a pas son certificat, comment c'est géré? La responsabilité. Donc nous, on oblige par exemple à ce que les gens prennent une assurance, on porte, etc. Enfin, il y a un certain nombre de sujets très techniques, justement pour essayer d'éviter que l'histoire se termine pas trop bien, quoi. Voilà, donc, parce qu'on sait pas. Voilà un peu ce que je voulais dire sur l'ingénierie contractuelle et l'ensemble des interventions, puisque nous, on a nos plans, on a nos graines, on a nos plans, on a nos planteurs, on fait nos entretiens, etc. Donc on va garantir aussi vis-à-vis du propriétaire forestier qui est adhérent à la coopérative, les garanties de reprise, qui est aussi un élément essentiel. Merci pour ces explications très détaillées, parce que c'est effectivement très important. Je vous ai parlé de la permanence de la compensation, mais la permanence aussi du suivi. Voilà, ça c'est le point essentiel, et donc c'est ce sujet. Alors peut-être justement qu'à l'ONF, ce suivi, puisque finalement vous faites un petit peu tout en interne sur la forêt publique, comment tu la vois toi, Yves-Marie, cette permanence, cette continuité dans le temps? Déjà sur les forêts publiques, on intervient chez des propriétaires publics, principalement des collectivités. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire qui touche la forêt française, qui concerne en grande partie aussi des forêts publiques, notamment tout le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, etc., on se retrouve face à des propriétaires qui subissent une crise sanitaire. Des problèmes de revenus parce que les ventes ne sont pas évidentes, le bois perd de sa valeur, et donc un besoin de réinvestissement important. Et donc là je rejoins ce que disait Stéphane sur l'intérêt pour le gestionnaire de mettre le propriétaire en face du meilleur financement possible, avec les mêmes engagements donc dans le label bas carbone, c'est-à-dire de pouvoir avoir des contrats à minimum jusqu'au débouclage, c'est-à-dire à 5-6 ans, et de ne pas laisser le financeur tout seul face au propriétaire qui est souvent une commune forestière. Donc nous on fait ce travail-là auprès des propriétaires publics. Les premiers dossiers, on les avait montés avec le CRPF, notamment dans le cadre avec la Poste. Il y avait des projets qui touchaient donc des forêts communales, et puis ensuite on a développé ces projets-là, et on est aussi donc du coup comme les coopératives opérateurs de travaux. Donc on peut à la fois monter les études, réaliser les travaux et assurer l'ingénierie contractuelle, qui n'est pas simple, et donc de pouvoir orienter les propriétaires là-dessus. Donc théoriquement, vis-à-vis du ministère, une fois que les crédits sont générés, c'est-à-dire à l'année 5, le contrat peut s'arrêter, on déboucle au niveau, puisqu'il y a une assurance ensuite qui est mise en place sur les crédits, et qui permet donc de déboucler la relation entre le propriétaire et l'acheteur. Voilà. Bon, sinon, nous, on est sur des programmes sur des forêts donc, qui bénéficient du régime forestier, donc qui sont sur des plans d'aménagement à long terme, sur 20 ans, etc. Donc on a une cohérence, on va dire, de gestion sur ces aspects-là. Merci. Alors, forêt publique, forêt privée, je me tourne aussi vers Hortense. Hortense, pour un propriétaire, finalement, c'est quoi? C'est une opération blanche et puis je m'en vais, quelqu'un s'occupe de planter mes arbres et puis voilà, je m'en occupe plus? Ou est-ce qu'au contraire, Francilva, peut-être aussi le CRPF, mais insiste justement pour que le propriétaire reste quand même partie prenante? Non, justement, je crois que ça ouvre la voie en fait à une vraie valorisation de tous les services écosystémiques rendus par les propriétaires forestiers. Le carbone, ça en est la première vraie valorisation, rémunération, certains s'attachent à le dire aussi. Et non, la majorité des propriétaires qu'on retrouve sont très contents finalement que pour une fois, ce ne soit pas forcément que de la subvention publique, mais qu'on rémunère leur travail. Leur rôle très important dans la lutte contre le changement climatique, leur engagement au quotidien et par ces travaux. Je crois que Marine, par exemple, c'était un peu le cas de ton projet. Souvent, il y a une histoire familiale, patrimoniale autour. La forêt, la propriété forestière, c'est quand même quelque chose de très patrimonial, émotionnel aussi chez les propriétaires forestiers. Ils sont très attachés aussi à tous les co-bénéfices finalement générés en termes de biodiversité, protection des sols quand ils mettent en place un certain travail, pourquoi pas l'eau dans certains projets. Et nous, de plus en plus aussi, on voit qu'ils prennent part en fait à la communication, on va sur le terrain, ils souhaitent dire qu'ils font des choses qui participent à lutter contre le changement climatique, que c'est important, qu'on est un peu dans un moment aussi d'incertitude en ce moment face à tous ces risques, et que par certaines actions, leur travail est récompensé.
Merci. Alors justement, ça c'est intéressant de voir ce point de vue du propriétaire. J'ai envie de demander à Michel, est-ce que parfois on n'est pas un peu confronté à des gens qui ont une idée un petit peu idéaliste de la chose et qui voudraient mettre 50 000 espèces différentes, faire des parcs, etc. Et comment tu arrives, toi, à leur dire, écoutez, voilà, on ne peut pas faire ce que l'on veut en forêt, c'est le sol qui décide, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là concrètement? Je vais reprendre l'histoire que nous a racontée Madame. Parce qu'en fait, l'histoire que vous nous avez rencontrée, c'est celle de nos producteurs avec qui on travaille. Et chaque cas est spécifique. Et avant de commencer sur la partie technique, moi je voulais simplement dire que le label bas carbone, c'est une chance pour nous, propriétaires forestiers, parce que vraiment, c'est tout sauf du greenwashing. Parce que d'abord, c'est initié par le ministère de la Transition écologique. Il y a un référentiel, il y a des contrôles. Ça demande énormément d'ingénierie, notamment pour refaire le bilan carbone. Le bilan carbone qui est fait dans le cadre d'un label bas carbone, il est fait sur tout le cycle complet, je dirais au moins à 30 ans, des peuplements. Et donc ça nécessite beaucoup de prospection et beaucoup de calculs. Et tout ça, au sein des coopératives, il y a le savoir-faire, puisqu'on a plus de 1300 collaborateurs sur l'ensemble des territoires. Et c'est vraiment notre cœur de métier, de faire pousser, d'être faiseur et je dirais réparateur de forêt aussi quand il s'agit de reboiser des peuplements scolités par exemple. Et donc ce savoir-faire qu'on acquiert avec l'expérience, mais la coopération a une longue histoire, et bien effectivement nous permet d'apporter le bon conseil aux propriétaires en se projetant notamment sur les évolutions climatiques prévisibles, qu'elles soient connues ou plus ou moins inconnues. Et ça c'est un point très important qu'apportent les coopératives forestières. Au travers de diagnostics spécifiques, stationnels, de scénarios climatiques, en disant, là, effectivement, cette essence va quand même montrer des signes, je dirais, importants de dépérissement d'ici 30, 40 ans. Donc, quand même, elle a une révolution un peu plus longue. Essayons de voir ce qu'on peut mettre comme autre essence. Et puis, dans cette thématique carbone, il n'y a pas de mystère. Une forêt qui stocke du carbone, c'est une forêt qui pousse. Et c'est vraiment notre credo, puisqu'aujourd'hui, quand on produit 1 kg de bois, il y a 500 grammes, donc un demi-kilo, qui est stocké, séquestré dans le bois. Et qu'in fine, ce qui est important, c'est que ce bois, on l'utilise et qu'on maintienne toujours des forêts en dynamique de croissance, en utilisant le bois, en le stockant dans des charpentes en bois, c'est pas le cas ici, mais ça pourrait l'être. Et puis en le séquestrant. Voilà. Et en faisant effectivement, comme tu l'as dit, le parcours complet des 3 S et en substituant le bois à des matériaux de construction beaucoup plus énergivores comme le béton ou le métal. Voilà. Yves-Marie, moi je suis toujours intéressé par le côté très technique. Comment on fait pour savoir que la plantation d'1 hectare de Douglas dans le budget va séquestrer 300 tonnes? Pourquoi ça serait 300 tonnes? Pourquoi ce ne serait pas 200 ou 500? Les méthodes de calcul en fait, sont basées sur les guides de sylviculture. Donc en fait il faut avoir des références. Il faut démontrer au ministère, en fait, trouver une table de production correspondant en fonction de la station, de la fertilité du sol. On va se rapprocher de la plantation de la référence bibliographique la plus proche. Nous à l'ONF on a des guides de sylviculture, de montagne, de plaine pour un certain nombre d'essences. Donc quand on tombe dans ces essences-là, on va regarder l'accroissement en mètres cubes et ensuite on transforme ces mètres cubes de bois en carbone à travers des équations qui sont souvent des équations standards en fait, qui font référence au fait qu'il y a toujours 50% de carbone dans le bois, qu'il y a 67 fois plus de tonnes de CO2 que dans le carbone, etc. Donc des équations physiques, y compris pour la transformation en produit bois. Donc c'est basé sur des modèles sylvicoles en fait, qui sont issus de la littérature, quoi. Donc on calcule sur l'ensemble de la durée de vie du peuplement et on compare par rapport à ce qui se passe à 30 ans. Donc le calcul se fait à la fois sur le cycle complet et à la fois sur le cycle à 30 ans. Et en fait on prend la valeur la plus basse pour être conservatif par rapport à cette partie-là. Et peut-être par rapport à l'intérêt aussi du label, moi ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est vrai que ça nous met, nous forestiers, en interface avec des entreprises avec lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Ça permet à des entreprises privées, engagées dans de la responsabilité sociale et environnementale, désireuses d'agir de lutter contre le changement climatique, de se rapprocher de propriétaires de terrain.
Et du coup, souvent, ce sont des gens avec lesquels on n'avait pas forcément de relations ou d'échanges. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir se confronter à ces entreprises privées qui sont dynamiques, pleines d'envie, et donc ça, c'est un point aussi positif sur le financement privé. Oui, pour continuer sur les aspects très techniques, il y a un mot que tu as utilisé, c'est l'étape de production. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui, par rapport à les conditions techniques, c'est qu'en fonction de la fertilité du sol et de l'essence et du climat, donc de la station forestière, on sait prédire comment vont pousser les arbres dans les 30 prochaines années. Parce qu'en fait, c'est un des éléments importants du calcul du label bas carbone, c'est qu'on on calcule sur 30 ans, même si l'arbre, lui, va pousser beaucoup plus longtemps. Bon, ça a été calculé comme ça. Et donc à nous de trouver le bon compromis entre ces aspects de production et puis tout ce que vous avez dit sur tout ce qui est les éco-bénéfices. Et puis, mais sans sortir d'une règle fondamentale, c'est on ne plantera que ce qui est adapté à la station. De temps en temps, on est poussé un peu là où il faut que nous on résiste, techniciens, c'est-à-dire on ne plantera pas n'importe quoi, n'importe où, parce que ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on dise aux propriétaires, voire aux financeurs, là on ne va pas planter du chêne, on ne va pas planter du Douglas, parce qu'il n'y a que cette espèce, etc. Donc à nous de démontrer et d'être extrêmement sérieux, parce que nos arbres qu'on va planter maintenant, il va falloir qu'ils résistent au moins sur 30 ans, voire sur 50 ans. Et donc on sait pertinemment que le changement climatique va avoir un impact fort sur la production forestière. Et il va falloir même plutôt pêcher par prudence que par excès d'optimisme. Donc il faut être vraiment très sérieux sur le choix de l'essence. Et puis sur la capacité aussi à l'arbre de pousser. Alors il y a d'autres... Il y a le climat, mais il y a aussi la pression du gibier, etc. Et puis la capacité aussi aux propriétaires de financer les travaux d'entretien. Il y a des essences plus simples que d'autres. Donc c'est aussi ça, il y a un vrai sujet de construction du projet qu'il faut vraiment bien bâtir avec tous ces aspects, donc propriétaires, techniques et financeurs. Et donc c'est cette synthèse-là qu'il faut trouver. Très bien, alors je reviens vers le propriétaire parce que en tant que CRPF aussi, moi j'ai une question, c'est que on a parlé technique, l'adaptation à la station, méfiance vis-à-vis du gibier, le climat, etc. Mais est-ce que vous avez eu aussi des obligations à tenir, peut-être en termes de documents de gestion durable, peut-être en termes de certification? Est-ce que vous avez donc des obligations? Oui, tout à fait, j'ai des obligations, mais qui pour moi ne sont pas des obligations supplémentaires. Parce que j'ai également d'autres parcelles de forêt à côté. Et je vais dépasser les 25 hectares. Donc j'ai un plan simple de gestion obligatoire. Et en plus, ça correspond à ce que j'avais envie de faire, de gérer durablement. Pas de dire je laisse ça pousse tout seul. Non, c'était un projet passion pour moi. Donc j'avais vraiment envie de m'impliquer beaucoup. Le plan simple ne m'apporte pas de contraintes supplémentaires. Donc oui, je vais... certification, non. Alors pour une raison de paresse, il y avait de l'administratif en plus à faire. J'en avais déjà pas mal fait et du coup j'avais envie de me focaliser plus sur le concret et sur le terrain que sur l'administratif. Je me permets juste de dire que la certification aurait été un co-bénéfice supplémentaire qui aurait apporté quelques points de plus. Alors, non pas forcément au dossier puisqu'il ne rentre pas dans le calcul de la tonne de carbone, mais peut... j'allais dire quand même embellir le dossier finalement, le fait d'être PEFC. Peut-être Michel veut réagir. Oui, je te rejoins tout à fait Roland, parce qu'en fait nos financeurs avec qui on contractualise, en fait ont souvent cette démarche-là. Donc ils ont la thématique carbone qui les interpelle, ils viennent nous voir en disant moi j'ai 5000 tonnes à compenser, combien, voilà. Mais derrière, ils font de l'investissement local. Nous on a une entreprise qui s'appelle DIM qui nous a financé un projet de reconstitution de forêts sinistrées. Eh bien, elle nous a demandé de le faire dans un territoire proche de l'usine. Et donc, quand on lui a montré que ce projet avait également des co-bénéfices d'ordre environnementaux, d'ordre de biodiversité, ça lui a servi effectivement auprès de ses équipes, auprès de toutes les équipes de DIM, de faire des séances de formation, de sensibilisation. On les a accueillis également sur ces parcelles-là. Donc effectivement, ce co-bénéfice un peu moins palpable fait partie intégrante de ce que nous, à la coopération forestière, on propose. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est aussi une attente de nos concitoyens
au travers de ces projets. Voilà, donc on fait très attention à ce qu'on fait quand même. Hein. Merci. Je terminerai aussi peut-être par une question à Franck-Sylvain à nouveau. On a beaucoup parlé du propriétaire, on a parlé des entreprises qui interviennent, des pépinières, etc., des documents de gestion durable. Disons quelques mots aussi finalement du ministère de la Transition écologique qui délivre le label bas carbone. Quelles sont aujourd'hui les tendances du ministère? Est-ce que l'on va pouvoir avoir d'autres méthodes? Est-ce que l'enregistrement des dossiers va être facilité dans l'avenir? Est-ce qu'il va y avoir une délégation peut-être régionale, notamment pour les études d'impact? Voilà, un petit peu le point de vue cette fois-ci du ministère, par Franck-Sylvain. Pas si simple. Alors le ministère travaille en ce moment à la dématérialisation des dossiers. Donc l'idée c'est de simplifier le dépôt de dossiers aujourd'hui qui se faisait en transmettant beaucoup de documentation. Là ce sera sur une plateforme centralisée avec des guides également de diagnostic sylvicole par exemple. Alors nous tout notre rôle c'est d'être dans le juste milieu et d'essayer de les prévenir qu'il faut que ça reste simple pour les propriétaires qui parfois ont beaucoup d'administratifs à faire en plus de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est une chose. Le ministère prévoit aussi de déconcentrer au DREAL l'instruction des dossiers. Nous, on trouve que c'est plutôt bien parce que ce sera plus proche quand même du terrain et des réalités sylvicoles de chaque région, si tant est que la décentralisation se fasse en douceur, correctement. Et enfin, les nouvelles méthodes. On sait qu'il y a 3 méthodes en tout cas qui sont en cours. Ce qu'elles contiennent exactement, on verra le jour où elles sont labellisées. Il y a une méthode qui en regroupe 2 d'ailleurs, qui vise l'allongement des durées de rotation. Donc en fait, le fait de retarder un petit peu la récolte des arbres pour séquestrer un petit peu plus de carbone après l'âge de récolte déterminé, ce qui rapporte aussi pas mal de co-bénéfices en fait en termes d'intégrité environnementale, lien société-forêt également. Et cette méthode, elle sera enrichie avec un aspect de gestion à couvert continu. Donc, ils vont essayer de voir si on peut dégager plus de carbone dans certains peuplements en fonction des itinéraires choisis, en maintenant un couvert forestier quelques années supplémentaires. Et enfin, il y a une méthode qui vise les forêts en déficit de gestion. L'objectif, c'est de voir si certaines opérations sylvicoles permettent, pareil, de booster la pompe à carbone, sachant qu'on a tous le même but, lutter contre le réchauffement climatique. Affaire à suivre dans les prochains mois. Très bien, merci. Et je rajouterai que nous sommes très attachés à ce que l'ensemble du territoire français puisse faire l'objet donc de dossiers de compensation carbone, parce que souvent, ça a été dit, les entreprises ont besoin de proximité. Elles veulent compenser à côté de chez elles. Or, aujourd'hui, nous avons besoin, par exemple, d'un itinéraire Pindalep. Il y a une méthode qui a été déposée pour la zone méditerranéenne, qui n'a pas encore été acceptée par le ministère. Nous allons continuer à y travailler, mais voilà, ça sera peut-être un des 4e dossiers. Je vois que Stéphane veut intervenir. Si on regarde le point de vue des industriels ou des entreprises qui sont intéressées par le label bas carbone, alors comme tu l'as dit, c'est un label bas carbone, c'est des tonnes volontaires. Donc c'est pas du tout les tonnes obligatoires. Donc il faut vraiment que les entreprises puissent en tirer aussi des intérêts. On ne va pas dire des bénéfices parce que c'est pas. Mais en tout cas, pourquoi les entreprises iraient vers ce label bas carbone? Donc ils le font parce que ils veulent aussi démontrer la politique RSE, l'efficacité de leur politique responsable, sociale et environnementale. Et donc ils veulent aller par ça. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les entreprises qui diminuent leur empreinte carbone. Mais même quand vous avez diminué le maximum de choses, à un moment, les gens se déplacent, les gens se chauffent, donc il reste toujours des tonnes à carbone. Donc première chose, effectivement, il faut rassurer le MTE là-dessus, c'est que la première chose que veulent faire les entreprises, c'est de réduire. C'est vraiment de réduire la production de carbone. Bon, une fois qu'on a fait ça, il reste des choses à compenser. Donc on pense que, effectivement, il vaut mieux qu'ils compensent en France, parce qu'aujourd'hui, les grands groupes français, finalement, pour différentes raisons, ils ont tendance à plutôt à compenser à l'étranger. Pourquoi? Parce que, c'est moins cher. Donc une tonne de carbone compensée en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est moins cher. Et puis 2, il y a un élément aussi essentiel dans ce qu'on essaye de faire passer au MTE, c'est que l'argent dépensé dans le label bas carbone aujourd'hui n'est pas amortissable. Alors sans rentrer dans des discussions très financières et très comptables, simplement, ça passe en charge. Et donc les entreprises aujourd'hui qui vont mettre de l'argent pour 20 ans, 30 ans quand même, ils se disent simplement, écoutez, oui, mais nous on veut juste pouvoir amortir ces dépenses.
Et donc ça, ce n'est pas possible aujourd'hui dans la rédaction du label bas carbone français. C'est possible ailleurs, mais pas en France. Donc on souhaite juste que cette possibilité soit offerte aux entreprises qui font une démarche volontaire, justement de pouvoir amortir ces dépenses. Et si on arrive à ça, ça va déclencher de façon extraordinaire. Et donc au bénéfice des propriétaires, au bénéfice de la France, puisque c'est des investissements qui vont se faire en France, et donc au final au bénéfice de la filière bois. Donc c'est vraiment quelque chose de très vertueux. Nous on pense effectivement que ça peut déclencher vraiment beaucoup d'argent, mais bien encadré, il ne faut pas faire n'importe quoi n'importe où, et que ça peut faire quelque chose de parallèle à ce qu'a fait le gouvernement aujourd'hui, qui est le plan de relance, tu le rappelais, c'est 100 millions, 150 millions d'euros dans la forêt. Bon, c'est bien, c'est super, on va dire bravo, sauf que pendant des années, on n'a pas eu grand-chose et qu'on ne sait pas ce qu'on aura dans les années prochaines. Donc si on arrive à déclencher ce label bas carbone français et à, je dirais, démultiplier, ça va permettre vraiment de relancer la plantation en France dans le cadre de tout ce qu'on vient de dire, de responsabilité, d'engagement du propriétaire, des reboiseurs, de la coopération forestière pour faire que ce soit une vraie chance. Aujourd'hui, il faut, je pense, passer la vitesse supérieure. Il y a un vrai besoin forestier et il y a une vraie attente des industries. Donc là, on a quelque chose de super à faire. Merci à tous. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de ce sujet extrêmement important, donc de la compensation carbone. Merci pour cette ouverture finale qui est véritablement de dire non seulement il faut des nouvelles méthodes, mais il faut aussi travailler donc la fiscalité en amont vers le propriétaire et la comptabilité chez l'entrepreneur, chez l'entreprise qui finance. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un sujet vraiment d'actualité, un sujet qui va nous occuper énormément et qui contribue vraiment à atténuer les effets du changement climatique. Et je crois qu'on en est tous là à cette réflexion internationale aujourd'hui sur ces effets. Voilà, merci à tous, merci pour votre écoute et merci à tous les partenaires.